Vous êtes dans le rouge. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que t'as trouvé? Un vieux manuscrit, le livre des familles du Nord, généalogie Nord-Pas-de-Calais, édition 2010. Et quelle est son utilité à ce bouquin? C'est ce que l'on appelait un beauté mondain. Alors il recensait les 700 familles de la grande bourgeoisie régionale qui avaient fait fortune pendant la révolution industrielle. À l'époque, ces grandes familles avaient des rues à leur nom. Ah, mais tu parles encore de l'époque où les 1% les plus riches possédaient plus que les 99% restants tout en les traitant de privilégiés, c'est ça? Oui, cheminots, étudiants, salariés du public comme du privé, tous les travailleurs avaient droit à leur petite diatribe de la part des bourgeois ou de leur porte-parole. Écoute le ton médiatique de l'époque. Les cheminots font-ils partie des privilégiés de la société française? Alors, les privilégiés, vous les citez dans cette enquête. Il y a les fonctionnaires civils, il y a les militaires, il y a les agents EDF, GDF, il y a les cheminots SNCF, les salariés de la RATP, les fonctionnaires du DOM-TOM, les gendarmes, les pharmaciens, les ambulanciers, les parlementaires, les journalistes. Privilégiés? C'est évident que lorsque vous avez un statut privilégié, Si j'ai bien compris, à cette époque, si tu travailles, tu es un privilégié, et si tu glandes rien tout en étant assis sur des millions, là, tu es un pauvre petit. À cette époque, les présidents de la République faisaient des cadeaux fiscaux aux riches tout en traitant les pauvres de fainéants ou de sans-dents. Mais la bourgeoisie n'était pas seulement constituée d'hommes politiques. La bourgeoisie, oui. J'ai déjà lu un truc à ce propos, mais à l'époque dont tu parles, c'était considéré comme quelque chose d'obsolète, de passé. Il me semble que ce vocabulaire était tombé petit à petit en désuétude autour du XXIe siècle. Oui, il n'était plus utilisé que par les révolutionnaires. Le reste de la population les qualifiait de grandes familles ou de multimillionnaires. Et c'est seulement dans les années 2010 que le terme oligarchie financière est réapparu, et avec lui, la volonté populaire de renouer avec la lutte des classes. Et le prolétariat, ils appelaient ça comment? C'est un peu comme la bourgeoisie. Les médias dominants avaient préféré s'en débarrasser car ils renvoyaient directement aux écrits de Karl Marx. Alors, on en avait fait un terme poussiéreux, évoquant les forges et les usines de l'époque industrielle. Mais je n'ai pas trouvé grand-chose dans mes archives du XXIe siècle. À en croire les médias de ce siècle, le prolétariat ne semblait plus exister. Il n'y avait plus que des millionnaires dans leur monde? Ah, mais il y avait une multitude d'exploités qui ne savaient pas se nommer. Bon, j'imagine bien qu'ils devaient s'appeler les gens normaux, ou même la classe moyenne. Les prolétaires repeints en classe moyenne. Ah, mais la bourgeoisie était tout aussi hétéroclite, hein. Mais elle possédait une conscience de classe. Donc il y avait une petite, une moyenne et une grande bourgeoisie. Et si tu prenais la dernière, la grande, elle avait repris à son compte les valeurs de l'aristocratie du 19e siècle, comme le mode de vie, la mentalité, l'éducation ou la pratique sociale des réseaux. Tu sais, comme le jockey club, les rallyes. Attends, tu es en train de me peindre tout le folklore de la noblesse de l'Ancien Régime. Il n'y avait pas une révolution entre les deux? Si, la révolution de 1789, appelée de ses voeux par la bourgeoisie, et qui avait mis fin à l'Ancien Régime. Et à cette époque, un bourgeois appartenait par sa naissance au tiers-état, mais son train de vie était déjà plus proche de celui de la noblesse. Et une fois la révolution passée, c'est justement cette classe sociale qui jouera un grand rôle dans la révolution industrielle. Les opportunités d'investissement étant nombreuses, la grande bourgeoisie s'enrichit progressivement pour prendre la place d'une noblesse décadente. Tout en cumulant 4 capitaux. Rien que ça? Les capitaux économiques, culturels, sociaux et symboliques qui s'entrecroisent et forment un tout. Et cela montre bien les liens entre le patrimoine et le pouvoir. Mais si tu prends l'arbre généalogique de la famille Motte, par exemple, c'est une famille d'industriels de Roubaix, tu te rends compte qu'ils étaient tous élus de quelque chose. On voit ici Eugène Motte, député maire de Roubaix. Et le fils du même nom était sénateur. Sans compter les liens qui les unissaient à la BNP et au monde de la presse. Dans cet univers, on est toujours fils d'eux, cousin d'eux. C'est ce qu'on appelait le lignage, qui s'exprimait à travers l'exercice d'un certain nombre de fonctions, de charges politiques ou administratives. C'est pas seulement par quête de profit que les milliardaires achetaient les médias. Tiens, t'as vu? L'arrière-petit cousin, Frédéric Motte, il a même été président du MEDEF Nord, mais ça c'est bien plus tard. C'est que ça tenait dans le temps, cette reproduction sociale. Elle a été étudiée entre autres par des sociologues de l'époque. Attends, voici un ouvrage de 1964. Les héritiers de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Selon ces auteurs, l'école était plus efficace que le mariage pour reproduire l'entre-soi. Mais évidemment, ils ont démontré que la reproduction de l'ordre social s'était de plus en plus appuyée sur les structures de l'État et notamment sur l'institution scolaire. Et loin de mettre fin aux privilèges conférés par l'héritage, l'école s'appuyait sur les dispositions culturelles héritées et la famille restait un rouage essentiel dans ce mécanisme de reproduction. Oui, dans ce milieu, on ne mélangeait pas les torchons et les serviettes. Mais la reproduction sociale n'explique pas tout.
Pas seulement, parce qu'il me semble que d'autres sociologues de l'époque définissaient la richesse comme la possibilité de vivre de son patrimoine. En fait, ce n'était pas l'activité professionnelle qui définissait les riches, mais bien le fait que leur patrimoine soit important. Par ailleurs, on peut surtout expliquer la longévité de l'hégémonie de la bourgeoisie qui a duré des siècles par la conscience de classe sociale. Et cela, la sociologue Monique Pinson l'explique mieux que moi dans cette archive. C'est une vraie classe sociale au sens marxiste du terme, c'est-à-dire en soi, avec des conditions de vie, suffisamment d'argent, de culture, de réseaux sociaux, de prestance symbolique pour se retrouver ensemble dans les beaux quartiers et se reconnaître et se coopter dans les cercles, et une classe sociale pour soi, c'est-à-dire une classe sociale qui est mobilisée pour la défense de ses intérêts. Cette mobilisation de cette classe se fait sur tous les fronts, la finance, la politique, le monde des médias, le monde de l'art, la littérature, la peinture, les châteaux classés monuments historiques, les paysages, enfin l'eau, rien n'est laissé au hasard, sur tous les fronts et dans tous les instants. Des fronts, enfin un front que la bourgeoisie avait constamment en tête pour pouvoir défendre ses intérêts quand cela était nécessaire. Celui qui l'opposait au reste de la société, la classe ouvrière. Et là résidait le défi du XXIe siècle pour celle-ci. Avoir conscience d'appartenir à une classe en soi afin de s'unir pour défendre les intérêts d'une classe pour soi.